Eh bien, bonjour, bienvenue à notre deuxième webinaire, donc avec 3 témoignages d'entreprises donc sur leur démarche d'éco-conception engagée avec Making Durable 2022. Alors ce webinaire, il va particulièrement vous intéresser si vous êtes dirigeant, dirigeante, vous êtes en charge de la partie marketing, R&D, production dans votre entreprise et que dans votre entreprise, voilà, vous avez des interrogations par rapport à l'éco-conception. Comment je peux engager une démarche d'éco-conception? Vous avez peut-être déjà engagé une démarche et ce sera très utile pour vous de bénéficier donc de 3 nouveaux témoignages d'entreprises qui ont engagé une démarche d'éco-conception avec notre accompagnement collectif et individuel Making Durable. Voilà, donc c'est un webinaire qui vous est proposé par l'ACC Grand Est en partenariat avec l'ADEME, la région Grand Est, Climaction. Alors pour commencer, je me présente, donc moi c'est Ronan Sebilo, donc je suis conseiller entreprise économie circulaire, déchets, éco-conception. Voilà, donc je suis basé à Strasbourg et j'interviens sur le territoire Alsace et je suis également référent éco-conception pour l'ACC Grand Est. Je travaille au sein d'une équipe qui grandit, mais voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est voilà, avec la CCI, vous pouvez travailler sur différents sujets en environnement, l'énergie, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, dans lequel on va retrouver l'éco-conception, les achats durables, l'économie de la fonctionnalité. Voilà, et maintenant on commence même à travailler avec les entreprises sur tout ce qui est adaptation au changement climatique. Voilà, forte chaleur, inondation, sécheresse, etc. C'est déjà le moment de s'adapter. Et également, une personne qu'il est important de présenter, donc c'est Charline Clerget, sans qui ce parcours d'accompagnement collectif, Making Durable, n'aurait pas lieu. Je te laisse te présenter. Ah, petit problème de micro peut-être. Oui, j'avais oublié de l'activer, c'est quand même mieux. Bonjour à tous, donc moi c'est Charline Clerget, j'ai fondé le cabinet Amulis et j'interviens en tant que consultante et formatrice auprès des entreprises pour qu'elles puissent intégrer une première boucle d'éco-conception de leurs produits. J'ai eu la chance d'accompagner les 11 entreprises qui ont participé au premier parcours, donc Making Durable, pour l'intégration de cette démarche. Et aujourd'hui, voilà, je suis très contente de pouvoir écouter, après 14 mois de travail, 3 entreprises qui ont travaillé cette démarche, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler à leur côté pour intégrer cette première démarche. Et je tenais aussi à les remercier pour l'investissement dont elles ont fait preuve durant ces 14 mois. Voilà. Ok, super. Et avant d'aller un petit peu plus loin, c'est aussi l'occasion de voir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous participez euh, euh, à ce webinaire. Donc voilà, donc je viens de lancer un sondage. La question, c'est de savoir, voilà, vous, par rapport à l'éco-conception, où est-ce que vous en êtes? Vous découvrez l'éco-conception, vous connaissez ce sujet, vous le connaissez, vous l'appliquez en entreprise depuis moins d'un an, ou alors voilà, vous le connaissez et vous l'appliquez depuis plus d'un an, vous commencez à être expert sur le sujet. Voilà, on vous laisse un petit instant pour répondre. Ok, super, on va clôturer le sondage et voir les résultats. Euh, alors, vous êtes 25% à connaître le sujet, 50% vous, non, 25% à le découvrir, 50% vous le connaissez, 0% à appliquer depuis moins d'un an et 25% à l'appliquer depuis plus d'un an. Donc voilà, donc intéressant, vous êtes vraiment avec à la fois, je dirais, entreprise ou acteurs novices sur le sujet, et puis quand même, une bonne partie d'entre vous, vous connaissez bien ce sujet, et vous allez sûrement avoir des choses intéressantes à découvrir. Alors, rapidement, pour bien vous permettre de comprendre comment ont travaillé ces entreprises sur 2022, un peu plus qu'un an. Making Durable, voilà, donc c'est vraiment un parcours d'accompagnement collectif et individuel en 5 étapes
que je vais vous détailler rapidement. Et voici les entreprises qui ont suivi ce parcours en 2022. Et donc ce matin, nous avons la chance d'avoir le témoignage de 3 d'entre elles. Et voici également les entreprises qui participent à l'édition 2023. Donc voilà des nouvelles entreprises qui se lancent dans l'aventure. Et voilà, et pour qui voilà, on souhaite plein de réussite. Le principe de Making Durable, c'est quoi? C'est première étape, une phase de lancement, donc c'est le premier atelier collectif, puis vient une phase de diagnostic avec un premier temps fort qui est une phase de mobilisation, donc qui vous permet de sensibiliser un maximum de collaborateurs à la direction à c'est quoi l'éco-conception et comment on va travailler. Une analyse stratégique, très important à réaliser, donc l'éco-conception par rapport à la stratégie de développement de l'entreprise, comment ça se positionne. Un atelier d'évaluation environnementale qui vous permet de prendre en main un logiciel d'éco-conception qui s'appelle Eco Design Studio, qui est développé par Altermaker, et qui ensuite vous permet de faire l'évaluation environnementale d'un premier produit ou service que vous aurez choisi au sein de votre entreprise. Tous ces éléments, l'analyse stratégique, la sensibilisation des équipes, l'évaluation d'un premier produit, c'est des prérequis pour un élément central de la démarche d'éco-conception, c'est la phase d'idéation. Donc voilà, vraiment en équipe, pouvoir générer un maximum d'idées sur différents axes d'éco-conception. Vous pouvez ensuite faire cela dans un troisième atelier collectif entre entreprises, donc de l'idéation collective. Et une fois que vous avez une centaine d'idées, vraiment après le challenge, ça va être de quelle action je vais sélectionner en priorité pour mon plan d'action. Et ensuite vous avez votre plan d'action, et là on va dire on retombe dans quelque chose de plus classique avec de la gestion de projet, de développement de produits ou de services. Et vient bientôt l'une des dernières étapes, un élément particulier aussi sur l'éco-conception, c'est les ateliers, un atelier d'éco-communication. Voilà, si vous êtes amené à vouloir communiquer sur la valeur ajoutée environnementale de votre produit, il y a un risque, c'est le greenwashing. Comment est-ce qu'on fait pour montrer les efforts de l'entreprise tout en étant non trompeur, transparent, humble avec les clients et toutes les parties prenantes. Également prévu dans ce parcours le tournage d'une vidéo, et on va pouvoir vous diffuser en avant-première ces vidéos juste après. Et c'est l'occasion de mettre en application ces principes sur l'éco-communication. Et ensuite, charge à vous de déployer cette éco-communication sur vos communications, catalogue produits, communication en salon. Et voilà, et une dernière phase plutôt de bilan et de perspective. Donc voilà, vous voyez vraiment un parcours qui est riche, qui est cadencé sur un peu plus qu'un an, et c'est vraiment nécessaire de lisser cet accompagnement sur cette période. Et donc voilà, donc super, donc on va maintenant pouvoir avoir le premier témoignage donc de SDE, et donc avec Laurence Depont, je vous laisse vous présenter, voilà qui vous êtes, depuis combien de temps vous travaillez pour SDE, et quelle est votre mission dans l'entreprise. Alors bonjour, je m'appelle Laurence Depont, je suis responsable commerciale chez SDE, j'y travaille depuis 12 ans. J'ai vendu mon entreprise à SDE en fait il y a 12 ans, et je devais rester 1 ou 2 ans pour une période de transition, mais qui a duré beaucoup plus longtemps. Je suis un peu à l'initiative du lancement de ma société dans le programme Making Durable, parce que je vous avoue qu'en tant que personne, être responsable des ventes et être contre la société de consommation, ça me pose problème. Je pense qu'il faut qu'on arrête de consommer pour l'environnement et pour notre planète, et en même temps, mon rôle, c'est de faire vendre un maximum. Je me suis dit, autant vendre des choses meilleures et mettre sur le marché des produits qui respectent mieux l'environnement et éco-conçus. Donc, c'est vraiment la démarche qu'on a choisie dans une entreprise où le DG était déjà très sensibilisé à la cause, et les salariés aussi. Donc voilà, je ne veux pas en dire tellement plus, je crois qu'il y a une petite vidéo, et après je vous expliquerai tout ce que le programme nous a apporté. C'est assez énorme. Super, alors voilà, en effet, je vais partager maintenant la vidéo. Hop, et c'est parti.
OK, super. Voilà, donc j'espère que la vidéo est bien passée. Hem Et ah bah, super, donc c'est vrai que c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit aussi, des actions très concrètes qui sont engagées. Mais voilà, donc maintenant challenge, c'est par rapport à des entreprises, qui pourraient, on va dire s'engager en éco-conception. Je vous ai demandé, à chacun et à chacune 3 points sur lesquels, ça vous semble particulièrement intéressant de partager votre expérience. Alors 1er point, c'est, bah, justement comme c'était dit dans la vidéo, hem chez SDE, vous aviez déjà des valeurs écologiques, mais voilà, et du coup, en quoi le parcours, il vous a vraiment aidé à aller plus loin? Alors, en termes de produits, on avait commencé sur certaines gammes à se poser pas mal de questions et notamment à essayer de changer, la matière utilisée, pour faire, nos produits, et on avait déjà pas mal de coton recyclé dans la gamme de linge pour la cuisine, comme vous voyez sur le visuel ici, donc torchons, tabliers et cetera. On avait vraiment du mal à étendre, cette conception à d'autres produits, de la société. Donc pour moi, le programme, il nous a vraiment permis de nous structurer, d'accélérer les choses, de mettre un cadre, à notre démarche et je peux vraiment dire qu'1 an après, il y a plus aucun produit qui sort sans être passé par le prisme de l'éco-conception. On regarde tout, la matière première, où c'est fabriqué, l'emballage, comment on peut réduire même le nombre d'étiquettes parce qu'en plus après pour communiquer, il faut communiquer via aussi des étiquettes sur le produit donc là, on fait un peu le truc à l'envers et il y a plus un produit qui sort de chez nous sans être passé par toute cette moulinette, d'éco-conception. Ça, c'est vraiment bien. Donc on a changé notre façon de travailler dans les comités produits, avec les stylistes, avec les fournisseurs, on a impliqué les clients aussi dans la démarche, voilà. Je dirais, mettre de la méthodologie sur quelque chose qu'on faisait d'une manière un peu empirique, accélérer les développements parce qu'il y a quand même tout un rythme dans cette formation et avec des attendus, des rendus, des réunions et cetera. Donc quelquefois, bah, c'était pas prioritaire, par rapport à d'autres tâches dans l'entreprise et ça a rendu les choses prioritaires et ça, c'est plutôt bien, parce que pour avancer, bah, il faut quand même garder un certain rythme. Et puis, on a aussi, pu faire des mesures d'impact de ce qu'on faisait, notamment en modélisant, on a modélisé, une housse de couette fabriquée en lin en Inde versus une housse de couette fabriquée en chanvre au Portugal, et ça nous a pas mal éveillés, et balayé des idées reçues. Notamment, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que le transport est pas si important, enfin n'a pas un impact si important pour la planète, versus d'autres choses qu'on n'avait pas mesurées comme pour nous, le cycle de vie du produit, c'est-à-dire toute la partie, utilisation et lavage et toute la partie fin de vie des produits. Voilà, on a mis beaucoup de OK, choses ouais, en œuvre. super, c'est vrai que c'est alors Ouais, il y a à la fois en effet ce côté, finalement assez, assez basique, c'est j'ai un projet à développer dans l'entreprise, mais il y aura toujours quelque chose de plus urgent. Et là, voilà, en ouais. effet, vous êtes, sur un parcours d'accompagnement collectif avec d'autres entreprises qui sont engagées et voilà, en effet, quand le prochain atelier arrive, bah, chacun est amené à partager aussi ses avancées et voilà, si on n'a pas avancé sur le projet, bon, bah, zut, comment on va faire? Donc voilà, ça il y a vraiment ce côté, Ouais et je dirais qu'il y a un très dynamique. bon mix à mon sens entre l'accompagnement individuel, parce qu'il y a beaucoup de sessions d'accompagnement individuel avec, Charline qui vient en entreprise, ou qui nous accompagne à distance sur des points particuliers, donc ça, c'est vraiment intéressant. Je note au passage que la coach est super, ça participe au programme, notamment dans sa capacité à s'adapter à tout type d'entreprise. On a tous des champs, enfin, vraiment différents et je trouve qu'elle s'est vraiment adaptée à chacune et puis, il y a aussi, dans le parcours des ateliers collectifs et ça, je trouve ça vraiment intéressant, de voir que d'autres entreprises ont les mêmes problématiques, qu'on peut quand on aide une autre entreprise à résoudre une problématique, ben, on se pose plein de questions sur, ses propres problématiques. Enfin, je trouve que voilà, le mix des 2 est vraiment intéressant. Mmh. La Super alors et ensuite alors maintenant deuxième point, je dirais vraiment à nouveau, c'est par rapport, à la motivation des équipes. Voilà, c'est vrai que en quoi ce parcours, il a vraiment été positif pour votre entreprise et en particulier par rapport à votre, votre actualité, votre contexte? Oui. Alors nous, le parcours, est venu à un moment où on a vendu une de nos marques et qui faisait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires et donc restructurer, l'entreprise et restructurer les équipes. Parce que quand on a vendu la marque, il y a du personnel aussi qui est parti, chez la personne qui a racheté notre marque. Enfin, donc ça déstabilise un peu une entreprise, des choses comme ça et du coup, le parcours nous a permis de recréer une dynamique autour de quelque chose de positif. Parce que franchement, l'éco-conception et la façon dont on a, fait avancer les choses chez nous, c'était assez positif. C'était quelque chose qui intéressait beaucoup les salariés et on l'a fait notamment, via, une info verte qu'on a envoyée,
1, 2, voire 3 fois par semaine ou un peu moins sur certaines périodes, où on donnait des clés pour comprendre, parce qu'en fait, on part de très loin. Il y a beaucoup de concepts qu'on a appris. Qu'est-ce que c'est que l'analyse du cycle de vie, et cetera. Enfin, Refashion, tous les organismes auxquels on doit adhérer, entre la partie réglementaire, la partie qu'on veut faire en plus, et cetera. Donc, on a essayé d'emmener toutes les équipes, y compris des commerciaux terrain, y compris en Europe, hein, pas que en France, à comprendre la démarche, ce qu'on faisait, pourquoi, sous forme de vidéos, de quiz à remplir, de documents à lire. Enfin, on a vraiment alimenté. Voilà, je pense que ça a pas mal fédéré les équipes autour d'un projet positif. C'était pas prévu au départ que Making Durable serve à ça, mais c'est arrivé au bon moment dans l'actualité de notre entreprise. Oui, donc ça, c'est vraiment on va dire on va dire l'avantage de la démarche d'éco-conception qui peut être mis en avant, c'est le côté, ça permet de, voilà, motiver les salariés, répondre à un besoin. Bah là, finalement, c'est pour de vrai, voilà, ça a eu vraiment ce rôle, Oui. fédérateur par rapport, bah, voilà, à une évolution de l'entreprise voilà, qui amène pas forcément que du positif, voilà, faut subir la réorganisation. Ouais, super. Et puis, voilà, puis voilà, l'éco-conception, faut pas se mentir, c'est aussi un vrai challenge, hein, c'est pas quelque chose de facile. Mais voilà, mais si derrière, vous arrivez à montrer, on travaille tous ensemble, par rapport à ce projet, ça peut vraiment fédérer, les entreprises. Et puis, après, alors pareil, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le module, questions, hein, n'hésitez pas, c'est le moment. Là, je dirais en plus, bah, votre produit, il a la particularité aussi, de s'adresser, en B2C, hein, à du grand public. Et alors justement, bah, forcément, là, il y a la question de la communication, vous l'avez déjà abordée. Voilà, comment vous avez pu, par rapport à l'éco-communication, alors qu'est-ce que vous avez appris d'utile sur ce sujet? Bah, en fait, on a un peu l'habitude chez S2 de faire les choses sans trop communiquer dessus. On a une gamme de produits qui est fabriquée en France, et on s'est écrit en tout petit sur une étiquette, donc ça, on avait déjà corrigé avant. Mais, pour le reste, le fait qu'on ait certains labels, European Flax, et cetera, on le communiquait mal sur les étiquettes, sur nos sites internet, et cetera. Donc, là, on a quand même, enfin, on s'est vraiment musclé pour mieux communiquer, mais on a encore plein de choses à faire. Quand on a fait, je vous donne une anecdote, mais je trouve ça assez intéressant. On a fait Maison et Objets, qui est le gros salon de notre profession, en janvier, et ça nous a tous fait tilt qu'on n'avait rien en regardant le stand qui nous permettait de voir qu'on était engagé dans une démarche assez forte d'éco-conception. Et donc là, on s'est encore loupé après 1 an de programme, et donc là, on sait qu'au prochain salon, il faut que ça se voit, quoi. Faut que le client, quand il arrive dans les allées, il voit qu'on est engagé et qu'on fait beaucoup de choses. Alors évidemment, il y avait des petites étiquettes sur les produits, ce truc est fait en coton recyclé, ce truc, mais c'était pas assez engagé, voilà. Donc en fait, on se rend plus compte maintenant on à force de pas vouloir faire de greenwashing et de pas vouloir communiquer dans le vide, on communique pas du tout, ce qui est pas bon. Il faut qu'on trouve la juste mesure. Et Mmh puis mh. notre activité c'est une activité B2B au départ, et après le produit va chez un consommateur, mais on fait 95 de notre chiffre 90 de notre chiffre d'affaires en B2B et 10 en B2C. Donc nous, il faut qu'on emmène aussi, dans notre communication, les magasins qui revendent nos produits, et cetera. Donc, il y a aussi cette partie à pas négliger. Oui, et ça, en effet, c'est quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire, voilà, des entreprises qui sont engagées, qui ont conscience que, voilà, il y a ce risque du greenwashing et qui vont peut-être, des fois se brider, alors qu'à côté, bah, vous allez peut-être avoir des concurrents qui vont en faire des tonnes Ah avec, un bah, on a des produit, concurrents, avec du qui font du recyclé. Et greenwashing. Mmh. quand on les regarde de loin, on se dit: «Bah, ils sont incroyables, ils vont de l'avant». Puis en fait, quand on gratte, on se rend compte que, c'est du greenwashing dans le sens où, bah, le greenwashing, je vais survaloriser un avantage environnemental, alors qu'en fait, ce n'était que 1 de mes produits ou c'était que 1 de Mmh mh. l'impact environnemental de mon produit. Voilà, donc c'est vrai que c'est i donc voilà, donc du coup, voilà, je pense que là, l'atelier, éco-communication, voilà, ça vous donne, comment dire? La checklist des éléments à valider. Et normalement, si vous validez les éléments, bah, c'est bon, vous n'êtes pas tombé dans le greenwashing et vous allez pouvoir, bah, créer de l'attractivité par rapport au produit et à la marque, par rapport à cette valeur ajoutée environnementale. Et nous, en début de programme, on a lancé un grand questionnaire auprès de tous nos clients B2B, pour leur demander, enfin, on les a vraiment impliqués dans la démarche. Qu'est-ce qui se passe si on enlève tous les emballages plastiques de nos produits? Sur quelle gamme de produits ça vous semble faisable et d'autres plus difficiles? Qu'est-ce qui se passe si on arrête de faire un catalogue papier, et cetera, et cetera? Donc il y a des choses qu'on a faites et il y a des choses qu'on n'a pas faites. En l'occurrence, on a gardé un catalogue papier, ça avait l'air le truc, il faut surtout pas l'enlever. Mais par contre, on enlève tous les emballages plastiques de nos produits, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, hein. Faut pas penser Oui. que la démarche, c'est
enfin, c'est facile de bout en bout. Ça pose pas de problème quand on livre une boutique, ça pose encore beaucoup de problèmes quand on livre des entrepôts. Donc pour nous, vers les grands comptes, quand on livre l'entrepôt d'un grand compte, on a vraiment beaucoup de freins sur le fait d'enlever l'emballage plastique d'un produit textile qui peut se salir, etc. Mais on y travaille et on est plein d'espoir. On a réussi à convertir les Galeries Lafayette. Alors si on les convertit, je pense qu'on arrivera à faire pour les autres. Mhm. Donc il y a Ah un oui, c'est vrai que élan quand même. Il y a un élan. Les autres entreprises, si je dis qu'on a converti les Galeries Lafayette, on les a pas vraiment convertis. Ils étaient déjà dans la démarche. Ils savaient pas comment faire. Ils ont décidé de faire le test avec nous. Et enfin voilà, c'est en train de se construire tout ça dans les entreprises, hein. Oui, et puis après voilà, en effet, c'est pas quelque chose de simple. Voilà, le packaging, il répond à un cahier des charges. Bah, faut quand même que le produit il soit propre, même s'il est stocké Ouais. pendant 3 mois. Mm. Mais voilà, donc ça c'est un axe d'éco-conception parmi d'autres. Et voilà, en voici, vous avez un résumé, je dirais, des différents axes d'éco-conception. Le support, on vous le transmettra par la suite, mais en tout cas, voilà, super. Ouais. Euh, En dernier ouais. petit mot de conclusion, après j'arrête et je laisse Mhm. la place aux autres. Je voulais dire qu'on s'est aussi intéressé à la fin de vie du produit, c'est-à-dire comment notre produit en fin de vie, il allait arriver dans une filière de recyclage, etc. Notamment, on enlève les points durs de nos produits. Maintenant, on essaye de favoriser Mhm. des coussins avec des fermetures portefeuille plutôt que des zips. On a enlevé toutes les pattes métalliques de nos tabliers pour avoir un autre système en tissu de réglage, etc. Donc, on s'intéresse aussi à ça. Et ça, je pense qu'on n'en avait pas du tout conscience avant de commencer le programme, Mhm. que finalement, il fallait aussi prévoir qu'est-ce qu'il allait arriver du produit à la fin de vie et comment on pouvait faciliter son recyclage, etc. Parce qu'on utilise de la matière recyclée au démarrage, du coton recyclé, etc., ou du polyester recyclé. Il faut aussi penser à boucler la boucle, on va dire. Ouais, donc Voilà. ça c'est super parce que vos produits, une fois qu'ils auront eu une longue vie, bah, ils pourront passer dans des effilocheuses et il n'y aura pas en effet ce problème du point dur qui fait que bah, il faut couper le produit en deux et perdre 50% de la matière parce qu'il y avait un élément métallique. Donc c'est vrai que c'est voilà, à nouveau ça montre aussi ce côté de l'éco-conception, c'est bien et puis des fois c'est pas non plus, j'ai pas 5 ans de R&D à faire pour intégrer Ouais. des principes d'éco-conception. Voilà, c'est Bon, vrai que nous, on est sur c'est des produits relativement simples par rapport peut-être à d'autres entreprises, mais il y a un côté très pratico-pratique. On peut Mmh, vraiment travailler sur un petit morceau et l'aboutir pendant le programme, on va dire. mmh. Super, très bien. Alors, le temps file, je vois pas forcément de questions apparaître. Charline, tu confirmes? Oui. Alors, du coup, on va pouvoir passer au prochain témoignage, donc avec le maître sécurité. Voilà, on change de produit. On va partir maintenant sur tout ce qui est chaussures de sécurité avec Cynthia Hotman. Bah, je vous laisse vous présenter. Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Cynthia, je travaille pour la société Lemaitre Sécurité. Nous sommes fabricants de chaussures de sécurité depuis 1974 et ma mission en fait consiste à travailler avec tous les différents services d'un point de vue développement produit, mise en stock, lancement sur le marché, arrivée produit. C'est une mission qui est assez, on va dire, complète avec toutes les personnes de l'entreprise, très enrichissante et très intéressante et qui nécessitait justement d'approfondir la notion d'éco-conception au niveau de nos développements produits. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans le parcours Making Durable. Ok, super. Et ben, maintenant, je diffuse la vidéo.
l'écran. Voilà, super, j'espère que ça a bien fonctionné pour tout le monde cette vidéo. Voilà, vraiment qui permet d'avoir un bon aperçu de votre démarche. Alors, les 3 points qui vous semblent vraiment importants à mettre en avant. Alors, le premier, c'est voilà, c'est sur comment dire, sur le processus de conception, parce que voilà, c'est un élément essentiel dans le développement de produits. Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté Making Durable? Alors, tout d'abord, dans un premier temps, c'était d'avoir un réel accompagnement vers l'éco-conception. Parce que c'est une notion qui est assez nouvelle. On sait tous un peu ce qu'est l'environnement, ce qu'est l'éco-conception, mais concrètement, comment est-ce qu'on y arrive sans faire de faux pas? Donc, nous, l'objectif premier, c'était de créer une réelle dynamique dans l'entreprise, d'intégrer tous nos collaborateurs dans l'éco-conception, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ce sujet-là, mais on en a quand même qui sont moins intéressés. Et donc, la première session collective en entreprise, je veux dire, hein, bien sûr, on a essayé de rassembler le plus de personnes autour de la table et autour de leur PC, bien sûr, pour expliquer ce qu'est l'éco-conception et à quoi ça sert. Parce que la direction souhaite en fait s'orienter dans l'éco-conception. Et pour y arriver, en fait, il faut que tous les collaborateurs aient envie de suivre la démarche. Donc, nous, c'était vraiment tout d'abord l'accompagnement vers l'éco-conception avec des personnels cadrés qui connaissent le sujet. Ensuite, après, d'un point de vue développement produit, en fait, nous, ce qu'on a fait maintenant, c'est au niveau de nos différentes phases, on a intégré une notion d'éco-conception qu'on n'avait pas avant, justement pour développer nos nouveaux produits. Ce qu'on avait pas mal aimé au niveau de l'accompagnement, c'était tout ce qui touchait aux techniques de créativité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaussure de sécurité est un secteur qui est hyper concurrentiel et il faut être constamment innovant. Il faut montrer qu'on a des nouvelles choses, que des nouvelles technologies et autres. Et Charlie nous a montré plusieurs outils en fait qui nous permettent de développer des produits différemment que juste dire je vais changer la couleur de ma tige, donc la partie supérieure, je vais changer les matières et autres. C'est vraiment de réfléchir plus loin pour créer de nouveaux concepts. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des notions qu'on n'a pas intégrées à 100% dans nos développements de produits, mais par contre, on l'a vraiment noté dans un coin de la table et on sait que pour nos prochains développements, on voudra les mettre en place pour aller encore plus loin. Et un autre point qui a été intéressant pour nous, c'est que c'est l'éco-communication. Comme on en parle aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans l'éco-conception, dans le recyclage, et en fait, comment dire, on part dans tous les sens. Et Charline nous a bien expliqué ce qu'est la bonne communication et ce qu'est le greenwashing, comme on l'appelle. Donc, on le rencontre beaucoup et encore plus dans la chaussure de sécurité. Et nous, on voulait vraiment marcher sur une ligne, comment dire, enfin, marcher droit, dire les choses comme elles sont. Parce que c'est vrai qu'on a commencé là, vous voyez sur la slide, on a un logo avec des feuilles. On a appris que les feuilles, c'était plus considéré comme du greenwashing. Donc, pour ce logo-là, il va falloir qu'on travaille un peu sur le long terme pour le modifier. Mais on avait commencé une communication avec plein de feuilles dans tous les sens. Et elle nous disait que faire appel à la forêt, aux feuilles, c'est considéré comme du greenwashing. Garder la couleur vert en soi, ce n'est pas grave, on peut le laisser. Mais non, du coup, c'est vrai que nous, au-delà de l'aspect développement produit plus écologique, enfin plutôt plus éco-conçu, pardon, c'était aussi la manière dont on allait présenter la gamme pour que nos commerciaux ne racontent pas n'importe quoi aux clients et qu'on soit tout de suite qu'on marche droit en fait dans nos chaussures dès le début. Donc nous, c'était vraiment ces 3 axes. C'était d'accompagner notre équipe, de mettre en place de nouvelles techniques de créativité dans nos développements produits et de communiquer correctement en fait sur la gamme éco-conçue. Ouais, super. Et après, c'est aussi intéressant parce que alors, nous ne sommes pas du métier de la chaussure, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que, on va dire, une chaussure, ça fait vraiment appel à une quantité de matériaux très important. Enfin, c'est vraiment un produit Oui. complexe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, et donc, en effet, ça peut aussi montrer la difficulté qui est de dire c'est quoi une chaussure éco-conçue.
Alors après, je reviens justement sur cet aspect éco-communication. Après, Oui, ce que je trouve vraiment aussi intéressant, c'est aussi, il faut pas perdre de vue que c'est une boucle d'éco-conception que vous avez engagée sur oui. un petit peu plus qu'un an, ce qui finalement est relativement court. Et donc, c'est aussi très intéressant de voir que bah, vous aboutissez là maintenant déjà à une première gamme sur laquelle vous avez mis des critères d'éco-conception. Euh, et de ne pas perdre de vue que voilà, l'accompagnement éco-conception, c'est son aboutissement, c'est pas uniquement cette gamme. Voilà, vous l'avez précisé, vous avez identifié d'autres axes d'éco-conception à développer par la suite. Euh, alors là, justement, comment est-ce que vous pensez vous organiser? Voilà, est-ce que vous sentez à l'aise, par exemple, de reproduire des ateliers de créativité tels que ça a été fait dans le parcours? Alors, à l'aise, là, tout de suite, je dirais non. Il faudrait que je reprenne un petit peu les feuilles qu'on a reçues. Mais je pense que oui, oui, dans un moyen terme, que ce serait possible. Parce qu'on en a aussi besoin pour structurer nos idées. On a plein d'idées. Et c'est vrai qu'on a besoin à un moment donné de se dire, on se dirige vers une solution finale. Et c'est vrai que ces techniques nous permettent de structurer et de structurer nos idées. Hmm. Et aussi nous aider dans un sens où j'ai pas précisé, mais c'est vrai que comme vous dites, la chaussure de sécurité, c'est un produit qui est très complexe, qui a énormément de matière, qui a beaucoup d'étapes d'opération et qui a malheureusement certains savoirs qui ne sont même plus en France, voire même plus en Europe. Donc c'est compliqué de dire qu'on fait du 100% made in Europe ou éventuellement c'est vrai que là de plus en plus on voit de nouveau des savoir-faire qui reviennent. Mais le souci derrière chez nous aussi, c'est de pouvoir vendre une chaussure à un prix correct sur le marché. Et c'est au-delà de faire de l'éco-conception, c'est d'avoir un produit qui est encore achetable. Et c'est pas juste de dire je fais de l'éco-conception, mon produit va coûter, je dis n'importe quoi, 500 euros, personne ne va l'acheter. Il faut quand même que derrière qu'on soit rentable et qu'on arrive à allier les deux en fait. Et l'autre contrainte que nous avons, c'est que que nous sommes des produits de catégorie 2, comme nous disons dans les EPI. Donc nous devons certifier les chaussures. Il faut que toutes les matières passent à la norme. Et c'est vrai que dans la recherche de nouvelles matières recyclées, ce qui a été compliqué, c'est de les faire passer à la norme. Donc, on a eu énormément de fournisseurs qui nous disaient on était bon, toutes les matières sont testées. Et en fin de compte, quand on est venu faire les tests pour nos chaussures, on s'est rendu compte que ça ne passait pas la norme. Et donc, c'est aussi un point qui nous bloque dans l'éco-conception par rapport à un produit non soumis à certification. C'est qu'il y a des matières, à un moment donné, on atteint une limite, on ne peut pas avoir que du 100% recyclé parce que les propriétés mécaniques, techniques ne sont plus les mêmes. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant, hein. C'est très complexe, mais intégrer l'éco-conception dans nos chaussures, c'est quelque chose c'est un gros challenge, en fait. Oui, et puis voilà, l'éco-conception, c'est pas faire un produit avec moindre impact, c'est vendre un produit avec moins d'impact. Parce que voilà, si vous faites le produit le plus écologique mais que vous en vendez pas, bah au final, on va dire c'est des produits concurrents enfin plus impactants qui seront vendus et au final vous n'aurez pas changé grand-chose, je dirais par rapport à la problématique. Et Tout à bah là, je fait. dirais à nouveau d'où l'intérêt de ces ateliers de créativité, non pas pour trouver toutes les améliorations possibles, mais trouver les améliorations possibles par rapport aux normes, par rapport au prix marché, par rapport aux attentes clients. Et voilà, et donc après, ça, c'est vrai que c'est un gros challenge. Et bah voilà, bah après, on espère que vous allez pouvoir continuer sur la durée, parce que ça, c'est Oui, aussi un vrai enjeu oui, sur la démarche d'éco-conception. C'est ce c'est ça. côté, ah super, pendant un an, on a fait une démarche, voilà, c'est là du coup c'est dommage quand une entreprise s'engage et finalement le soufflet retombe. Donc là, je dirais que ça c'est l'enjeu pour 2023-2024. Oui. Comment voilà continuer On à développer. a Après, je déjà, dirais, je pense aussi pour vous, c'est aussi ce côté quel va être le premier retour par rapport à vos marchés. Est-ce que vous avez déjà on va dire des on a déjà informations? eu Alors, on a déjà eu des retours de certains de nos clients qui étaient intéressés par la nouvelle gamme éco-conçue. Déjà parce que aujourd'hui c'est demandé en fait et on fonctionne aussi avec des appels d'offres. Et dans les appels d'offres, souvent il y a une notion d'éco-conception, de recyclabilité ou de matière recyclée. Et aujourd'hui, pour tout ce qui est appel d'offres des pouvoirs publics ou autres, on a la loi AGEC qui a pris la main sur le marché.
Et en fin de compte, maintenant, c'est presque tous nos distributeurs, peu importe le secteur, qui désirent en fait des produits recyclés. Et c'est ce sur quoi on a bâti un label interne propre à nous-mêmes pour nous challenger en fait et dire que notre produit est éco-conçu avec un minimum de 25% de matière recyclée et d'autres démarches. Je vais peut-être pas tout citer parce que le temps file vite, Oui. mais et c'est vrai qu'en fait, nous, ce qu'on désire, en fait, c'est dans toutes nos gammes, c'est d'intégrer un modèle, deux modèles, trois modèles qui soient éco-conçus. Donc là, on est sur une gamme complète qu'on a appelée Trainer LSG pour le Med Safety Green. Mais on a aussi, on travaille une autre gamme aujourd'hui avec deux modèles pour le BTP, en fait, qui sont aussi éco-conçus. Et l'objectif, c'est dans chaque gamme d'en avoir pour justement tendre vers des produits avec un impact, un peu moindre par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Mhm. Et, Alors après, voilà, si. Et puis après, par rapport au marché public, après, on peut, si on râle, on peut dire, bah oui, mais c'est bien, mais le côté environnement, ce sera 5% de la note. Et au final, voilà, c'est, on va dire, oui, l'investissement que je peux faire sur l'éco-conception de mon produit, bah même des fois sur des marchés, si c'est que 5% de la note, je vais quand même peut-être avoir un concurrent avec des produits 100% vierges, 0% éco-conçus, qui vont quand même être sélectionnés par un acheteur oui, public parce que finalement, quand il a noté le produit, ben, le prix c'était 50% et bon, voilà. Mais là, du coup, je pense, voilà, faut continuer à, c'est on ça. va dire, à, à Euh, communiquer, à faire savoir que ça existe. Vous voulez vraiment, vous voulez acheter des EPI, des chaussures de sécurité, et vous avez une démarche, allez, on va dire le mot, d'achat responsable. Bah mm, aujourd'hui, vous avez des fournisseurs qui commencent à vous proposer des produits plus vertueux. Bah voilà. Après, ça, oui. c'est, vous avez le pouvoir de, de favoriser des produits moins impactants sur l'environnement. C'est ça. On sent le changement auprès de nos clients. Certains ont décidé d'écrire toute leur stratégie autour de l'éco-conception, de la RSE, acheter plus localement, acheter des produits responsables. Et après, il y a toujours bien sûr d'autres entreprises qui continuent d'acheter des produits autres, on va dire, ou qui combinent les deux. Donc, Et, et du coup, une paire de chaussures comme ça, c'est combien alors celle-ci, la nouvelle gamme, alors celle-là, elle est à 92,66 €. Je Mhm, connais le prix exact parce qu'on l'a traité récemment. Et donc en moyenne entre 90 et 100 € pour un mhm, prix public, mhm. la paire. Ouais. Bon, bah, donc voilà, donc Avec, protégé et avec des produits éco-responsables, que demander de mieux? Super, bah merci pour votre témoignage. Je vois pas forcément de questions, c'est que c'était très clair. Et pareil, bah, vous aurez la synthèse sur les 8 axes oui, d'éco-conception par rapport oui, à. c'est vrai que rapidement, on est en train de mettre en place aussi un projet pilote qu'on appelle le maître circulaire, en fait, justement pour toutes nos gammes éco-conçues et nos produits éco-conçus. On veut aussi travailler la fin de vie, donc c'est-à-dire récupérer les chaussures, les séparer et trouver des filières de revalorisation, en fait, avec ces matières-là. Donc, on est en train de monter tout ce projet-là. On est en train de chercher des entreprises partenaires qui voudraient récupérer nos matières pour les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé un chimiste qui nous permet de recycler un composant dans notre semelle, parce que vous avez deux composants, dont un qui s'appelle le polyol. Et ce polyol, en fait, on a un chimiste qui est capable via nos chutes de production, en fait, de nous renvoyer du polyol recyclé qu'on peut réinjecter dans nos chaussures. Donc aujourd'hui, c'est la première démarche qu'on a trouvée et on est en Hmm. train de chercher de nouvelles filières, en fait, pour tous les autres parties de la chaussure. Voilà, bah, ça tombe bien, on a rendez-vous la semaine prochaine pour travailler ensemble sur ce sujet. Ok, très bien, bah merci encore. Et puis bah voilà le troisième témoignage, donc toujours, je dirais, secteur textile composite plasturgie, donc avec Protechnic. Et bon voilà, maintenant on accueille Iliane Bouafia. Bah, je vous laisse vous présenter. Eh ben, bonjour à tous, je suis Iliane Bouafia, ingénieur R&D chez Protechnic. Donc, Protechnic, nous sommes une entreprise bien industrielle. On est des extrudeurs de plastique. Donc, l'industrie plastique et l'environnement, souvent, ça va pas très bien ensemble dans la conscience collective. Mais notre métier, donc la fabrication de thermoadhésifs, donc pour les non-experts, c'est des colles réactivables à la chaleur.
Donc en fait, l'objectif, c'est justement de montrer, grâce à l'éco-conception, que justement, ce n'est pas parce qu'on travaille avec du plastique que nos produits sont plus polluants ou ont plus d'impact sur l'environnement, puisque tout dépend de la technologie appliquée, des matières premières utilisées, de la mise en fabrication. Du coup, c'est un gros challenge pour nous qui sommes dans cette industrie-là. Et, euh, et voilà, je pense qu'avec la vidéo, vous allez bien comprendre vraiment le Oui, monde industriel quand nous sommes dedans. et on reviendra également sur le produit, parce que là, voilà, on est vraiment sur du produit technique qui est plus, voilà, faut plus, comment dire, moins facile à comprendre que la chaussure ou un produit textile. Mais voilà, on va voir d'abord cette vidéo de ProTechnique. Voilà, donc j'espère que la vidéo est bien passée chez vous. Et voilà, donc voici à nouveau des visuels. Peut-être réexpliquer un peu plus précisément, voilà, c'est quoi ce produit, c'est quoi la fonction? Oui, alors, c'est vrai que c'est pas aussi facile que l'exemple précédent. Donc en fait, ProTechnique fabrique donc, des colles pour dire simplement les choses. Donc, thermoadhésifs, donc c'est des colles en fait qui vont être réactivées à la chaleur. Du coup, nous sommes des extrudeurs, donc on achète les granulés chez, nos fournisseurs et on va les transformer en différents produits. Donc, c'est les formes que vous voyez dans l'image, donc du film, du non tissé et avec des structures, donc ce qu'on appelle chez nous des grilles, donc avec différents motifs. Et du coup, on peut coller, et donc en fait, ces colles vont être sont destinées à différents marchés, donc l'automobile, l'habillement, la chaussure, on peut aller à même dans l'aéronautique. Donc c'est vraiment des marchés extrêmement, variés avec des contraintes très différentes puisque forcément, que ce soit le secteur de l'habillement ou de l'automobile, on ne demande pas les mêmes résistances de collage, les mêmes, performances. Dans un cas, par exemple, pour expliquer les choses brièvement, on va demander un résistance au lavage, forcément dans l'habillement, alors que pour des sièges en cuir dans une voiture, heu ce n'est pas grave s'il y a aucune résistance à l'eau, c'est pas demandé. Du coup, comme on a des, secteurs extrêmement variés, c'est très challengeant justement de pouvoir répondre à la fois au cahier des charges des clients et aussi de pouvoir, heu, créer des produits qui ont un impact environnemental, plus faible,
par rapport à des concurrents, par rapport à ce qui est sur le marché. Et alors du coup, en effet, un premier élément intéressant, c'est voilà, le principe de l'éco-conception, c'est aussi déjà de comprendre l'impact du produit. Voilà, sur ce sujet, comment est-ce que vous avez avancé et qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, sachant que vous êtes sur un produit, on va dire très spécialisé et technique. Oui, c'est vrai que c'est un marché niche, les adhésifs et du coup, bon, même si, les thermoadhésifs, c'est un petit, tous les concurrents se connaissent, on est plutôt avec des concurrents de technologies des concurrents avec les technologies différentes, on va dire, des colles à solvant ou bien, ou ce type de collage, pour dire les choses simplement et donc en fait, avec Making Durable, le but était de bien comprendre et de bien, on va dire, organiser en fait toutes nos actions, qu'on a déjà faites en entreprise puisque, heu, des petites actions, des petites actions ont toujours été faites dans l'entreprise au fur et à mesure. On s'est dirigé vers les thermoadhésifs parce qu'on n'utilise pas de solvant, on n'utilise pas d'eau. C'est juste, la chaleur, c'est juste de l'énergie qui est nécessaire. Heu, on a des produits à faible grammage, donc si on a besoin d'un produit à 20 grammes au lieu d'un 30 grammes, on économise de la matière. Donc c'est des actions ponctuelles qui sont faites au fur et à mesure de la vie de l'entreprise et Making Durable, en fait, a permis de tout organiser pour dire: «Voilà ce que vous avez fait, heu, voilà, l'impact réel de vos produits» et avec le logiciel d'analyse de cycle de vie, ça permettait de voir les points chauds, les hotspots pour dire, voilà sur quoi vous devez prioriser, votre travail et ensuite avec, Charline qui nous a beaucoup aidé, c'est, comment organiser en fait tout le plan d'action derrière et comment on peut y remédier. Après c'est sûr, il y a beaucoup de challenges puisque bon, un produit de niche très spécialisé, ben, hautement technique, on doit répondre à un cahier des charges. Donc, les matières plastiques, il y en a énormément, mais dès qu'on a un cahier des charges très spécifique, bon, finalement, il n'y en a plus beaucoup. Donc, trouver des produits qui sont responsables sur un point environnemental avec un cahier des charges très spécifique, des fois, on a vu que c'était opposé. Du coup, on a dû d'abord parler à des clients pour savoir quel est leur besoin spécifique sur la partie environnementale. Là, on a eu un retour puisque nous, ProTechnique, on n'a pas de normes qui imposent des choses, on va dire, sur le produit. Par contre, nos clients, oui, dans l'automobile, tout ce qui est faible VOC, donc c'est-à-dire des faibles émissions heu, de gaz toxiques, par exemple, ou bien quand un produit doit être brûlé, par exemple. Donc c'est une des normes obligatoires dans l'automobile. Donc ça, depuis des années, on le fait, mais c'est vrai que maintenant, on le met beaucoup plus en avant. Donc ça lie aussi avec la partie éco-communication. En mode: «Ah bah oui, on le faisait parce que c'était obligé pour ces marchés-là, mais pour d'autres marchés où c'est pas obligé, où en fait ils le demandent». Ça permet en fait de dire: «Voilà heu, ce produit peut être utilisé pour plusieurs marchés différents et voici ses avantages. Il est plus faible, pas à point de fusion, donc on a besoin de moins d'énergie, nécessaire pour pouvoir le coller. Heu, il va pas provoquer, des émissions, néfastes ou supplémentaires», et cetera et cetera. Et, et du, Heu et du coup, aussi un élément intéressant, c'était le relation avec fournisseurs, parce que voilà, vous êtes, voilà, comme vous l'avez dit, vous êtes sur un marché où tout le monde se connaît, et puis bah, quand c'est des marchés de niche, on va dire, c'est très secret. Et là, finalement, voilà, vous Oui, dites, voilà, le fait d'avoir échangé avec les fournisseurs, ça, sur le sujet environnement, dans le cadre de l'éco-conception, ça a permis aussi de développer des nouvelles relations avec les fournisseurs. c'est totalement vrai parce que c'est vrai que, bon, voilà, les fournisseurs, il y en a beaucoup, mais finalement, après, quand on cherche les produits qui nous intéressent, il y en a plus tant que ça. Donc tout le monde se connaît, et c'est sûr qu'avec les contextes actuels, donc l'augmentation de l'énergie, donc les prix flambent, puisque la matière première augmente, donc c'est sûr que certaines relations étaient très compliquées. En fait, la partie environnementale a permis aussi d'éviter de commencer les discussions tout le temps sur le prix. Donc je dis pas que c'est, la façon de parler avec des fournisseurs, mais en fait, ça permet de dire: «Voilà, aujourd'hui, les clients le marché demande ça, ils demandent des informations sur nos produits. Nous, on va les partager, mais pour ça, il faut que vous fournisseurs, vous nous donnez les informations». Donc en fait, on remonte toute la chaîne de valeur et donc même s'il y a pas de cotation, on va dire, on va pas not il n'y a pas un questionnaire, on va noter tous nos fournisseurs et si vous respectez ça, on ne travaille plus avec vous puisqu'on ne peut pas se permettre ça. Mais par contre, voilà, c'est un point important et on sait que si un fournisseur peut nous donner ses produits, on ira plus vers lui. Et donc, Mhm. aujourd'hui, les fournisseurs, même s'ils ne sont pas encore assez matures,
puisque peu de fournisseurs sont capables de vraiment répondre entièrement à ce qu'on demande, mais en fait, certains ont pris conscience et vont vers là. Donc, en fait, ça permet aussi de sensibiliser les fournisseurs pour qu'ils aillent vers ce chemin-là. Donc, certains, on l'avait déjà très bien compris, l'avaient déjà intégré chez eux. D'autres, des nouveaux, donc on a découvert qu'ils nous ont trouvé des nouvelles alternatives à des ressources fossiles en utilisant des produits biosourcés ou bien des produits biodégradables. C'est comme ça qu'on a pu aussi créer notre nouvelle gamme de produits ProGreen, justement, qui est des produits à base de ressources non pétrolières. Et donc, justement, en tout cas alternatives, ou à la fin de vie, on peut les recycler, ou soit ils sont biodégradables, donc compostables dans des composts industriels ou non. Et du coup, ça ouvre la porte en fait à des nouvelles collaborations, à des nouveaux développements. Donc, effectivement, ça permet en Oui, fait donc de voir c'est des choses de façon différente. et c'est vrai que là, du coup, le challenge, c'est ça, c'est vraiment faire bouger les lignes, sur toute une chaîne de valeur et vous, comme vous êtes transformateur, bah, vous avez d'un côté, des fournisseurs et puis de l'autre des clients et voilà, sur des marchés, très, très spécialisés, c'est un vrai Oui, challenge et c'est aussi un des freins mis en avant souvent sur l'éco-conception. C'est, moi je suis donneur d'ordre, mais je vois pas comment je vais faire évoluer mes produits, ça dépend de mes fournisseurs. Et puis le fournisseur va dire: «Bah, moi je dépends d'un client, c'est un donneur d'ordre, tant qu'il me demandera pas des choses précises, je pourrai pas faire évoluer». Et à un moment donné, voilà, faut bah, du coup, c'est un petit peu votre mission, vous êtes au milieu, je pense et voilà. c'est totalement ça. C'est sûr que des fois, on est un peu entre le marteau et l'enclume. Oui. Donc, ça, des fois, ça fait ça fait voilà des situations un peu compliquées selon la demande de certains clients, puisque bon, B2B, voilà, on sait que voilà, la chaussure va être vendue. Si je prends la chaussure, oui, la chaussure va être vendue par Monsieur, Madame, va être portée par Monsieur, Madame, tout le monde. Mais la chaussure, ben, les chaussures qui ont besoin de colle, donc il faut que le laminateur puisse coller sur le cuir, par exemple. Donc il va nous demander un produit qui colle sur le cuir. Nous, on va vérifier ça et ensuite en fonction de oui, mais il faut ces exigences environnementales parce qu'il y a un label, parce qu'il y a ci, il y a ça. Nous, il faut qu'on regarde si le produit peut correspondre à ces normes ou à ces exigences et s'il répond pas, il faut qu'on vous trouve une autre matière. Donc on a découvert que certaines matières, en fait, chez nous, de base, parce que là, je parle beaucoup de développement, c'est vrai qu'en R&D, je suis beaucoup sur du évidemment, c'est mon travail, mais même sur des produits standards, on a découvert, alors que c'était pas du tout le but, voilà, certains produits pouvaient correspondre, en fait, à d'autres exigences, à d'autres marchés qu'on ne pensait pas. Donc Mmh. après, donc ça a permis aussi pour le marketing et pour les commerciaux, voilà, bah, en leur apprenant ça, voilà, ils ont dû apprendre à connaître un peu plus donc le vocabulaire environnemental parce que c'est pas facile. Donc ça, je vais pas reprendre parce que les 2 autres intervenantes, elles ont bien expliqué aussi la différence entre la bonne communication et le greenwashing. Mais c'est sûr qu'en fait, ça a permis aussi bon voilà, ce produit n'est pas que pour un ou 2 petits marchés, en fait, il peut correspondre à d'autres. Mmh. Donc ça a permis aussi d'élargir et puis après, ça permet aussi de se différencier puisque, c'est vrai que c'est un marché hautement technique où mais comme on n'est pas beaucoup de concurrents, donc forcément les prix les plus bas, bon, vont gagner forcément et donc en fait, il faut jouer aussi sur faut rajouter aussi cette corde à son arc, puisqu'en fait, aujourd'hui, si c'est pas les clients directs qui vont nous demander, ça va remonter dans la chaîne de valeur. On le sait maintenant. On le Mmh. sait, donc là, il faut pas prendre le train en retard. On est suffisamment tôt pour le faire. Il y a rien qui nous, l'oblige de façon réglementaire. Il y a rien dans certains marchés qui nous l'impose, donc autant le faire et on sait qu'en le faisant là, en proposant, même si le client au début va pas l'accepter, n'est peut-être pas intéressé, il va dire: «OK, ProTechnique peut faire ça, est capable de le faire» et du coup, ça nous différencie, totalement en termes d'image de marque. Et en plus, je dirais de la complexité de votre marché, bah, vous avez également une composante nouvelle, c'est le fait d'être intégré maintenant à un groupe américain. Et justement, sur ce sujet de l'environnement, de l'éco-conception, comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, cette intégration, ça a eu quoi comme impact sur la démarche d'éco-conception? Alors c'est vrai que pour notre situation, bon, on a été racheté en mai dernier, donc par le groupe Bemis Associates qui travaille, dans le même marché que nous. Enfin, on va dire qui a une technologie un peu différente, mais globalement, c'est beaucoup plus dans le vêtement et la chaussure, leur marché. Mais, on va dire on se complète sur le marché puisque c'est le même métier, la colle et bah, c'est sûr qu'au début, ben, en fait, l'environnement a un peu servi aussi de base de discussion.
puisque c'est deux cultures différentes, ben, forcément les Américains, on pense que c'est des gros pollueurs. En fait, on s'est rendu compte que en fait, cette société est quand même très européenne dans sa façon de faire pour l'environnement. Elle a fait des choses, elle a aussi fait des analyses de cycle de vie avec des consultants de leur côté. Donc, en fait, on a pu dire, ah, mais nous aussi, grâce à Making Durable, on a commencé ça. Donc, ça a permis d'échanger dessus, de poser des bases. Donc, on est en train de construire. Actuellement, là, je travaille en fait avec forcément via Teams, avec des collègues chinois et américains pour justement créer une base de données interne de matières premières, puisque c'est notre gros challenge sur cette partie-là. Mais en fait, ça a vraiment créé des nouvelles relations Mhm. et qui sont des fois un peu bizarres. Bon, voilà, on a été racheté. Bonjour, qui êtes-vous? Voilà, ça peut être toujours un peu compliqué de comment on peut s'aborder de prime abord. Et donc, l'environnement est aussi un bon terrain de discussion en interne. Donc à nouveau ce côté fédérateur et, Exactement. et fédérateur parce que voilà, l'éco-conception, bah, c'est la conception du produit, les fonctions, les fournisseurs, les clients. Donc c'est voilà, c'est très très transversal. Enfin, c'est le cœur de métier de l'entreprise. Et donc ouais, donc super. Donc ça permet aussi de cocher cette case, créer, comment dire, resserrer les liens au sein de l'entreprise en interne avec un sujet fédérateur mais voilà, qui reste un vrai, comment dire, un vrai challenge. Là, c'est vrai que par rapport à vos projets d'éco-conception, on sent qu'on est quand même plus sur du temps long par rapport à Ben, des actuellement, produits. Ouais. c'est sûr que là, nos projets de développement, donc, ils ont quand même, mine de rien, bien avancé depuis Mhm. la dernière fois. Donc, on a des produits qui sont en test chez pas mal de clients. Donc, on attend leur retour. Donc, certains ont déjà commencé à faire des petits retours en disant que voilà, clairement, c'est un produit qui répond à leurs exigences. Voilà, donc ça, c'est excellent. Et donc, on espère qu'une fois que ces premiers clients valideront le produit, qu'on puisse le mettre en gamme et en fait le proposer à d'autres. Donc, forcément, puisque la gamme ProGreen est une gamme nouvelle, donc naissante, donc c'est sûr, là, le développement, c'est beaucoup de développement. Et puis, on va dire après, c'est pas, c'est des projets à plus long terme, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'action à court terme, puisque Mhm. bon, dans la vidéo, je parlais notamment du packaging, où voilà, forcément, c'est un produit spécialisé, donc il y a besoin de protection, mais on s'est rendu compte aussi que, ah, finalement, suremballé, surprotégé, ben, à la fois, ça répondait pas non plus à l'exigence juste de protection, et des fois, ça nous desservait. Et puis, avec tout ce qui est les taxes, les nouvelles taxes plastiques, des emballages et tout, finalement, il fallait repenser aussi le packaging de façon cohérente, de façon logique, en disant, voilà, le but est de protéger la sécurité des employés en manipulant nos bobines, le transport et le client pour qu'il arrive à déballer facilement et utiliser nos bobines. Du coup, en faisant ça, donc là, vous avez vu des visuels 3D, donc là, c'est en cours de discussion et de validation en interne, justement. Mhm. Ouais, donc voilà, on va dire une boucle d'éco-conception du coup un peu plus courte avec un résultat plus immédiat. Super, bah en tout cas, bah merci pour tous vos témoignages. Euh, et puis voilà, je pense qu'on aura on sera tous intéressés de se dire, bah voilà, dans 6 mois, dans un an, où est-ce que vous en êtes sur vos différents projets d'éco-conception, lancement de produits, retour marché. C'est vrai que c'est quelque chose de très dynamique. Et justement, moi, je passe à une autre actualité intéressante. C'est vous aurez le support intéressant. Donc, c'est le 22 mars dernier. Donc, l'Union européenne a présenté une proposition de directive sur tout ce qui est green claims. Donc, si je résume, c'est un nouveau contexte réglementaire pour des entreprises qui voudraient avoir des allégations environnementales. Le principe, c'est bah, vous voulez avoir des allégations environnementales, bah, il faudrait être en capacité de produire une évaluation environnementale. Je résume très grossièrement. Vous pourrez lire à tête reposée les 80 pages. Et justement, c'est intéressant, ça fait un lien avec le prochain webinaire qui a été planifié de longue date, euh, qui est justement présentation d'une nouvelle solution PEF Trust, qui est donc développée par l'empreinte et qui est, bah, je dirais, comme Eco Design Studio, Altermaker qui est basé à Troyes, ils sont également basés dans le Grand Est. Donc voilà, dans le Grand Est, on a comme ça on va dire des champions en termes de fournisseurs de solutions pour faire l'évaluation et l'éco-conception des produits. Alors là, ce sera spécifiquement sur
l'évaluation environnementale des produits vêtements et chaussures. Voilà, donc c'est le 4 mai prochain. Si ça vous intéresse, vous pourrez participer et découvrir comment est-ce que ça fonctionne et comment ça peut répondre à des futurs besoins. Sachant que voilà, en France, voilà, le gouvernement garde le cap d'avoir un affichage environnemental pour 2024 sur les produits textiles et habillements. En tout cas, encore une fois, merci pour votre participation. Vous avez également les prochains événements. Et puis également, n'oubliez pas, vous pouvez également participer à, on va dire, notre événement annuel sur l'économie circulaire. Donc c'est le 25 mai prochain, en distanciel ou en présentiel. Quelle croissance dans un monde sobre en ressources? Vaste question. Vous aurez, on va dire, différents témoignages d'entreprises engagées sur ce sujet. Voilà, on espère que ça vous sera utile également pour développer vos projets. Et puis, voilà, encore une fois, merci pour votre participation. Donnez-nous votre feedback par rapport à ce webinaire, ça nous est utile. Et puis, c'est aussi l'occasion vous pouvez nous indiquer, voilà, par rapport à Making Durable, est-ce que ça serait bénéfique pour votre entreprise? Si oui, est-ce que vous seriez intéressé pour participer à un Making Durable en 2024? Voilà, vous pouvez nous l'indiquer avec le questionnaire de satisfaction et de besoin. Très bien, merci encore une fois pour votre participation et puis on vous dit à très bientôt sur l'économie circulaire.